Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 février 2023. Ah, comme l'hiver s'agrippe à nous et qu'il nous mord de ses fers, comme c'est une expérience douloureuse cet hiver qui n'en finit pas. Sommes privés de lumière, sommes privés de vitamine D, sommes privés de tout, en fait. Rastetu et opiniâtre, au cuir tanné par les étés trop brûlants et les hivers trop d'un froid mordant, cuisant. Ouais, on a regagné notre ciel sur cette terre de Caïn. Aujourd'hui, ce soir, je vous montre un livre. Je vous montre un livre et je pourrais dire beaucoup de choses sur ce livre. Je vais en dire de manière succincte. Mais tout de suite, je vous invite, si vous voulez en savoir davantage, à aller sur le site, l'excellent site Érudit, où on retrouve un texte publié de Laurier-Lacroix, critique d'art, et qui organise incessamment une exposition sur les ateliers d'artistes, sur l'histoire des ateliers d'artistes au Québec. Et c'est au musée de Joliette. Ça a probablement commencé. Je, je me propose, nous proposons, Fabienne et moi, d'y aller, faire un tour, peut-être ce vendredi. Car la question des ateliers, à mon sens, c'est le pendant des bibliothèques pour les artistes. Et depuis longtemps, je considère la bibliothèque comme un lieu de réflexion, un espace, et vous m'avez souvent entendu le dire, la bibliothèque comme espace de création, la bibliothèque comme œuvre d'art. Quant à l'atelier, c'est la même chose, d'une certaine manière. Évidemment, le vivier que représente l'atelier, qui est à la fois un lieu de rencontre, un lieu d'élaboration de projets, un lieu d'entreposage, un lieu de méditation, un lieu de création, un lieu de réalisation. Un espace où l'esprit de l'artiste peut s'épanouir, où il peut, grâce à la libre association des idées, créer des formes nouvelles, ou s'emparer de formes existantes et les transformer. J'aurais presque tendance à dire que les ateliers ainsi que les bibliothèques peuvent s'apparenter à des installations. Et si on pousse la métaphore très loin, on pourrait même dire d'une certaine manière, ce sont des lieux de culte. Étant donné que les lieux de culte eux-mêmes sont devenus des déserts, ils sont désertés. Et on n'y trouve plus que quelques rares rescapés qui viennent y trouver refuge. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Et c'est un livre publié aux éditions Louis Carrier. En fait, non, aux éditions Mercure. Aux éditions Mercure, fondé et créé par Louis Carrier, plus de 25 titres. Et comme on le voit ici sur la page couverture, c'est un livre c'est une maison d'édition, dis-je, qui avait des antennes à New York et à Londres. Alors le créateur de cette maison d'édition, Louis Carrier, avait une ambition d'aller rejoindre le public d'expression anglaise. Et étant donné Montréal faisait partie de ce pôle New York, Londres. Et Montréal a toujours fait partie de ce pôle culturel aussi. Certains historiens d'art moderne font même faire naître, font naître l'art contemporain à Montréal,
par le travail des automatistes. Alors, qu'est-ce qu'est ce livre, Atelier de Jean Chauvin, publié en 1928? Ce sont des visites que fait avant. Je vais vous dire avant un mot sur le livre lui-même. Le colophon nous indique que ce livre a été publié à 1000 exemplaires, l'édition française, et que 100 exemplaires ont été numérotés à la presse de 21 à 120, et les 800 autres, les 880 autres, ont été numérotés de 121 à 1000. Et il existe en outre 20 hors commerce, tous sur papier duvet avec illustration sur papier couché. Les 500 exemplaires sont revêtus d'une couverture mobile décorée par Robert Pilot, et les 500 exemplaires brochés portent sur leur couverture la même composition en couleur. La page de titre est de Toro McDonald et le lettrage de la couverture est de J.M. Mickelson. Le clichage des gravures a été fait par Poirier, Bessette et compagnie, Montréal, et la photogravure de Québec. Alors, cet exemplaire-là porte le numéro 59. Donc, il est dans les 100 premiers. Les 100 premiers, mais ce n'est pas un hors commerce. Couverture, elle est rigide. Et c'est un livre publié en 1928. Et les artistes qu'on y retrouve, on y trouve à la fin de l'ouvrage une assez importante bibliographie, car tout en faisant un véritable travail d'érudition, Jean Chauvin était également un remarquable vulgarisateur. Alors, et les rencontres qu'il a fait dans les ateliers des dits artistes sont des textes de première main. Et comme l'homme était vraisemblablement très cultivé, il n'hésitait pas à y joindre, dans les propos retenus par les artistes, des commentaires de son cru ou encore des références telles que André Mauroy ou encore Paul Valéry, qui, comme chacun le sait, a été également un critique d'art, s'intéressant particulièrement à Léonard de Vinci et aux peintres Degas. Valéry, qui avait un esprit extrêmement éclectique. Alors, sans tous les nommer, je pourrais en tout cas en retenir quelques-uns. Il y a Adrien Hébert, il y a Holgate, le fameux Edwin Holgate, à qui on doit les gravures de Muséum de Robert Choquette. Ernest Cormier, l'architecte, qui a entre autres dressé les plans de l'Université de Montréal et ainsi que de la célèbre maison qu'occupait Pierre Trudeau. Pilot, Henri Hébert, de la famille Hébert, Horatio Walker, Suzor Côté, Ozias Leduc, Alfred Laliberté, Marc-Aurèle Fortin, Georges Delfosse, Clarence Gagnon et d'autres que je ne nomme pas. Alors, un petit mot sur Jean Chauvin. Alors, il est né en 1895, il est mort en 1958. Ce que je retiens de lui, c'est qu'en 1916, il s'engage dans la Légion étrangère pour aller combattre auprès de l'armée française contre les Allemands. Il avait été refusé d'abord par l'armée canadienne pour cause de myopie. Alors, notre homme ne s'est pas arrêté là. Et ils étaient quand même assez nombreux, les artistes canadiens-français,
se sont portés volontaires pour aller combattre en Europe. Et et beaucoup d'entre eux n'hésitaient pas à parler de la mère patrie. Alors, c'était pas, en fait, j'aurais envie de dire, pour maintenir l'éthos française, il fallait, d'une certaine manière, soit par le cœur, soit par l'esprit, soit par l'imaginaire, demeurer attaché à ce qu'on appelait la mère patrie, c'est-à-dire la France. Et beaucoup de ces artistes, en fait, c'était presque la règle et l'usage, c'était le fameux voyage en Europe, le fameux voyage dans les vieux pays. Et certains d'entre eux ont donc acquis à la fois la patine, les usages, et également la technique dans le cas des peintres et des artistes. Technique acquise dans des écoles parisiennes ou françaises en général. Par la suite, il revient décoré et il demeure un grand voyageur. Le Mexique, entre autres. On pense à René de Rouen ici. L'Afrique du Nord et l'Europe, bien entendu. Il est très impliqué dans le monde des arts, défend le groupe des Sept, participe à la fondation et à la création de la revue d'art Canadian Art, qui est une revue encore fort recherchée aujourd'hui, où on pouvait y trouver à la fois l'art des artistes canadiens-anglais, canadiens-français, et aussi des Autochtones et des Inuits qu'on commençait à découvrir. Il prendra connaissance aussi, dès 1948, du travail des automatismes. Mais il trouvait ça intéressant, mais se gardait bien de juger de la suite. Il pouvait penser que c'était un feu de paille et que ça ne s'inscrirait pas dans la durée quant à l'histoire de l'art. 1948, notre homme a déjà la cinquantaine, mais on dit de lui, en tout cas toujours dans l'article de Laurier-Lacroix, qu'il a gardé un esprit vif, un esprit jeune, un agréable compagnon qui refusait d'avoir des ennemis, se tenait au-dessus de la mêlée, une sorte de gentleman, à la fois rieur, à la fois amical, et loin des rivalités d'artistes. Et c'est fort évident, de toute façon, quand on se juge, comme Jean Chauvin se jugeait, un intercesseur, un ambassadeur, un initiateur, on se tient forcément au-dessus de la mêlée. Et un véritable amoureux de l'art pouvait ne pas prendre parti dans les diverses rivalités qui sont naturelles et inhérentes presque à la vocation d'artiste. Alors, il décède en 1958. Ce qu'on y dit également, c'est qu'il a fait la rencontre de Louis Carrier en 1925 au Casoar Club. Et le Casoar Club, ça on pourra en reparler une prochaine fois, car c'est un groupe d'artistes qui se réunissaient, d'artistes, de sculpteurs, de peintres, qui se réunissaient sur la rue Notre-Dame-Est, dans le Vieux-Montréal. Aujourd'hui, le bâtiment n'existe plus. Alors, ils se réunissaient, dis-je, mensuellement. Ils organisaient des fêtes, des concerts. Et ils ont même fait une publication d'admiration mutuelle. 21 membres, si ma mémoire, oui, 21 membres. Et où chacun d'entre eux faisait l'apologie des uns ou des autres. Chaque casoar écrivait un article sur un autre casoar. C'est probablement l'une des publications les plus rares. Et je vais vous la montrer dans les prochains jours. C'est une des pièces dont je suis le plus fier de m'en être porté acquéreur.
Alors, oui, et c'est là donc qu'il rencontre Louis Carrier qui lui propose de créer ce livre que je vous ai montré, non, que je vous ai pas montré, tenez, que je vous montre. Voilà. Il dit là-dedans, et très curieusement, Coburn, l'artiste Coburn, n'y est pas présenté, mais il visite l'artiste Coburn et il y découvre un Van Gogh. Alors, vous imaginez, on est 1920-1925. Je sais aussi l'un des Casoars, fondateur du petit journal, Roger Maillet, qui était également un ami de Churchill, qui lui-même aussi a participé à l'effort de guerre et qui a créé à l'île Perrot l'Arche en l'honneur de l'endroit baptisé l'Arche où se réunissaient les Casoars. Et je sais de sources très sûres que Roger Maillet, qui était extrêmement riche, possédait des Picasso, et lorsque ou en tout cas au moins un, et lorsque l'Arche a été, a été victime, pas été victime, mais a été incendiée, un incendie à l'Arche, eh bien, certaines œuvres ont été endommagées et le Picasso lui-même n'a pas été restauré. Il a été détruit par après dans des flammes de destruction purificatrice. Alors, cette bourgeoisie canadienne-française, très portée sur la culture, euh, existait donc avant ce qu'on a appelé en tout cas cette période-là, qu'on a qualifiée de grande noirceur. Cette grande noirceur était parsemée de, d'éclairs lumineux, elle était parsemée de zones de vitalité, d'oasis. Alors ce n'était pas, on a une vision plutôt réductrice de ce qui a précédé, par exemple, 1948 avec le refus global. C'est comme si le refus global n'avait pas été apparu spontanément, comme une génération spontanée, sans comprendre que, par exemple, un Bordua a été l'élève d'Audience le-Duc, et que tous ces artistes qui sont apparus avec le refus global avaient des devanciers lesquels avaient beaucoup de pour lesquels avaient beaucoup de respect les, euh, les auteurs et les artistes de l'automatisme. Alors, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de génération spontanée en art. Les meilleurs, les plus valeureux s'appuient sur la tradition et ils le jugent. S'appuyant sur la tradition, ils peuvent apporter leur petite contribution. Et d'imaginer un artiste ou un peintre ou un écrivain qui n'aurait pas des racines vives plongeant dans un passé parfois très lointain, mais parfois dans un passé proche, par le biais d'un maître ou d'un professeur, c'est une drôle de conception de l'art. Ça m'a toujours étonné de voir, de fréquenter, d'entendre des artistes qui se jugeaient sans influence. Alors je pense que les influences sont nécessaires, je pense que les influences doivent être malaxées, doivent être resynthétisées, doivent être reformulées, recréées, mais elles sont nécessaires pour créer une œuvre. Parce que je voulais un petit passage. Je vais quand même vous montrer. Ah oui, alors oui, tenez. On va y aller avec Charles Maillard et, et où on y voit justement un dessin de l'arche. Oui, je ne sais pas si vous pouvez faire un arrêt sur l'image.
Le dessin est absolument magnifique. Ah oui, on va y aller avec les galas de l'Arche cette année. C'est ainsi qu'en 1916, nous fîmes sa connaissance. Il tirait à Montréal une permission de détente. Un soir invité à l'un de nos galas, il vint à l'Arche et m'y entretint de la Légion étrangère. Hein? On aura compris ici que Jean Chauvin en aura pris bonne note. Quelques mois plus tard, je courais la plus belle aventure de ma jeunesse. C'est beaucoup de souvenirs anciens qu'évoquent en moi ces deux portraits, souvenirs que le peintre me permettra de fixer dans le cadre de son entrevue. Les galas de l'Arche, au cours des années 15 et 16, se donnaient dans un atelier mansardé sous les toits d'un vieil immeuble au 22 est de la rue Notre-Dame. On y accédait par un escalier étroit, peu obligeant, et qu'éclairait au tournant des bougies posées dans le goulot d'une canette. Vaste grenier meublé étonnamment. À droite de la porte, au soir de fête, on plaçait une tirelire destinée à l'œuvre des loyers en retard, où chaque invité déposait une pièce pour les frais de bière, fromage et biscuits, devant une grande toile de Charles Gill, le métis Abénaki, la beauté victorieuse du temps, et dans la zone d'un piano très romantique, aujourd'hui chez le peintre Adrien Hébert, les casoars, maîtres de ces lieux, entonnaient l'hymne sacré Himalaya Dorchester, incantation mystérieuse inspirée du folklore polynésien. Puis le patriarche lisait quelques extraits du Piscatoricule, livre de raison de la tribu, et c'était au programme quelques poètes dans leurs œuvres, quelques musiciens dans leur répertoire. À ces soirées assistaient des professeurs d'université, des avocats, des journalistes, des étudiants, des artistes, gens de tout âge et de tout métier, et qu'acoquinaient pour un soir le goût d'être quelque part hors du monde, anywhere out of the world. L'Arche, d'ailleurs, posée sur les hauteurs de son vieil immeuble, où le soir, dès 7 heures, tous les bruits venaient mourir à ses pieds, comme des vagues lassées, avec ses fenêtres ouvertes sur l'océan des toits, et dans le port tout proche, les appels des paquebots en partance n'attendaient que notre caprice pour lever l'ancre. Nous eussions voulu répondre à l'invitation au voyage, succomber à la tentation de l'aventure, et que l'Arche nous portât vers les îles heureuses, vers les mystérieux lointains. Cette passion pour le vagabondage qui habitait chacun de nous, nous devions bientôt, une fois devenus des plus de 20 ans, y obéir en partant en guerre, car presque tous les habitants de l'Arche firent la guerre, et volontairement. Dans cette tranquille retraite, sur une longue table de bois blanc, face à la bibliothèque, Victor Barbeau écrivait ses feuilletons de critique dramatique, plus caustiques encore que les plus vifs articles de ses présents cahiers. Édouard Chauvin sculptait ses figurines. Philippe Panton, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Ringuet, s'entretenait par des vers à une prose infiniment agréable. Marcel Dugas, le plus somptueux prosateur de toute la littérature canadienne, nous initiait au culte de Verlaine et des poètes maudits. Roger Maillet, le gentil poète, ce cousin de Guillaume Apollinaire, par l'ironie et le souple talent,
nous racontaient les auteurs du chat noir et du lapin agile, hein, on est encore avec Picasso, peignaient des toiles cubistes qu'ignorent les historiens d'art canadiens et gravaient dans les tables de la tribu les vers destinés aux guêpes dans les vignes du Seigneur et celui-ci que nous avons tous aimé. On va y arriver. Ah, que la vie est triste et que l'espoir est fou. On y voyait encore Honoré Parent, fondateur d'une vaillante petite feuille universitaire, l'étudiant, et auteur d'un sonnet dont le seul titre, sur un crâne, nous faisait penser beaucoup de bien du reste. Albéric Marin, cruel humoriste, à qui des fantaisies signées Rican avaient fait une réputation redoutable, Isaïe Nantais, Conrad Charpentier, Paul Ranger, Philippe Giroir, Hubal Paquin, le sieur Philippe Laferrière, qui nous rejoignit au sortir de l'Outre-Montmartre, où pendant toute une année, il avait préparé une soirée d'ouverture qui n'eut jamais lieu, faute d'invités assez dignes. Le casoar, cet animal le plus stupide peut-être de la création et dont nous faisions le symbole du rêve et de la fantaisie. Alors voilà. Eh bien, je vais revenir sur les casoars. Je vais vous montrer, je vais vous le montrer, tenez, ce fameux livre extrêmement rare. Et peut-être je vous montrerai aussi quelque chose d'autre. Ouais, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ça, peut-être pas demain, peut-être demain aussi, je sais pas. Mais assurément, vous avez entendu le style, c'est assez extraordinaire comme livre. Avec... c'est sans doute l'un des... En fait, c'est l'un des premiers livres d'art du Canada, incluant les deux, ce qu'on appelait jadis peuple fondateur. Aujourd'hui, on n'imagine pas. Il y a quelques politiciens qui s'en réclament encore de cette notion-là des peuples fondateurs. On va dire feu Stephen Harper. Non pas le regretter Stephen Harper, mais Stephen Harper, qui a été premier ministre du Canada de 2006 à 2006, ouais, à 2000... Ouais, 2006? Ouais, vous voyez. Bon, bref, lui, il reconnaissait donc que le peuple, le Canada avait été fondé par deux civilisations européennes, la française en premier et l'anglaise en deuxième. Bref, je conclue là-dessus. Non, tu peux continuer. Notman, le photographe, et la monographie consacrée à Henri Julien, le caricaturiste, font partie avec l'atelier de Jean Chauvin. Les trois premiers livres publiés importants dans les livres d'art au Canada anglais et au Canada français. Merci et à demain. On veut laisser rendu demain 4 heures, 400 mots. Alors, vous avez entendu Léa qui vient de... Ah ouais, tu fais partie de la vidéo maintenant. Ah, je pensais que tu allais le couper. Ah, trop tard, je couperai ça, je garde ça. Voilà.